La cousine de mon mari a porté une robe rouge moulante à mon mariage et a fait un discours de 15 minutes sur le fait d'être la fille numéro 1 de mon mari. Je lui ai joué un tour à sa propre fête de fiançailles. Mon mari Thomas et moi étions ensemble depuis 5 ans quand nous nous sommes mariés. Sa cousine, Élodie, m'a toujours détesté, dès le premier jour. Elle avait l'habitude d'être la seule fille dans leur groupe soudé de cousins qui ont tous grandi ensemble. Thomas et ses 4 cousins masculins étaient très proches, faisaient tout ensemble, et Élodie était leur princesse. Puis je suis arrivé, et Thomas a commencé à manquer les soirées entre cousins pour passer du temps avec moi. Elle ne m'a jamais pardonné cela. Lors des dîners de famille, elle faisait de petites remarques sur le fait que Thomas sortait autrefois avec une fille de leur paroisse qui était si parfaite pour lui. Quand nous nous sommes fiancés, elle a demandé à Thomas devant tout le monde s'il était sûr de vouloir se ranger si jeune. À ma fête prénuptiale, une sorte d'enterrement de vie de jeune fille calme, organisée par sa tante, Élodie est arrivée en retard, m'a offert une bougie visiblement achetée dans une station-service, et a passé tout son temps à dire que l'organisation d'un mariage faisait grossir les gens. Elle n'arrêtait pas de fixer mes bras. Ma sœur voulait se battre avec elle sur le parking, je lui ai dit que ça n'en valait pas la peine. Le code vestimentaire du mariage était clair, bleu marine pour la famille, autre couleur pour les amis. J'ai même envoyé à tout le monde des petites cartes avec des échantillons de couleurs parce que la grand-mère de Thomas les avait demandées. Élodie m'a envoyé un SMS 3 semaines avant le mariage pour me demander si le bordeaux était acceptable. J'ai répondu, bleu marine pour la famille, tu te souviens. Elle a répondu par un emoji pouce levé. Le jour du mariage arrive, et cette fille entre dans l'église en portant la robe rouge la plus moulante et la plus courte que j'ai jamais vue à un mariage. Je parle de découpes sur les côtés, d'une fente jusqu'à la hanche et d'un décolleté jusqu'au nombril. Ma grand-mère pensait qu'elle était l'escort girl de quelqu'un. La mère de Thomas avait l'air de vouloir mourir. Pendant la cérémonie, elle s'est assise au premier rang, croisant et décroisant les jambes toutes les 5 minutes. Mon oncle pensait qu'elle le draguait. Pendant les photos, elle n'arrêtait pas d'essayer de se mettre à côté de Thomas, de s'incruster entre nous et de se pencher pour ajuster sa chaussure à chaque fois que le photographe préparait une prise de vue. Sur les photos de la réception, elle prend littéralement cette pose où l'on voit pratiquement toutes ses fesses. Mon cousin de 12 ans a demandé à sa mère pourquoi cette dame avait oublié de mettre des vêtements. Au moment des discours, elle a arraché le micro après le témoin de Thomas et a fait tout un discours sur le fait que Thomas était comme un frère pour elle et qu'elle serait toujours sa fille numéro 1. Elle a parlé pendant 15 minutes de leur enfance. Des blagues d'initiés que je ne comprenais pas, sans jamais me mentionner une seule fois. Les gens ont commencé à regarder leur téléphone. Le DJ a pratiquement dû lutter pour lui reprendre le micro. Pendant la danse mère-fils, elle a essayé de s'interposer. La mère de Thomas a même dû lui dire de s'asseoir à 2 reprises. Mais voici ce que Élodie ne savait pas. Elle sortait avec un gars, Paul, depuis 2 ans, et il venait de se fiancer 1 mois avant mon mariage. Elle ne l'avait pas encore annoncé parce qu'elle voulait organiser une grande fête élaborée pour le dire à tout le monde. Je le savais parce que la sœur de Paul travaillait au cabinet de mon dentiste et l'avait mentionné pendant que je faisais un détartrage pour le mariage. Élodie prévoyait cette énorme fête pour annoncer ses fiançailles 3 mois après mon mariage. Ambiance château chic, 150 personnes, la totale. Je suis devenue la meilleure future cousine par alliance de tous les temps. J'appelais Élodie chaque semaine pour lui demander où en était l'organisation de sa fête. J'ai proposé mon aide pour les décorations, j'ai fait semblant d'être tellement excité pour elle. Elle a tout gobé, pensant probablement qu'elle avait gagné en me faisant faire de la lèche. Je me suis fait une place dans le comité d'organisation avec sa mère et sa sœur. Elles m'ont chargé du code vestimentaire et des invitations parce que j'avais fait preuve de très bon goût pour mon mariage. J'ai créé ces magnifiques invitations indiquant « tenue de cocktail » en lettres dorées. Je les ai envoyées à tout le monde sauf à Élodie. Sur la sienne, la ligne du code vestimentaire indiquait « cocktail créatif ». Juste la sienne. Le soir de sa fête, tout le monde est arrivé en robe de cocktail et costumes normaux. Élodie est entrée vêtue de cette tenue insensée qu'elle avait trouvée dans une boutique. C'était censé être avant-gardiste ou je ne sais quoi, mais on aurait dit qu'une boule à facettes avait couché avec un pan. Des paillettes, des plumes, ces trucs bizarres aux épaules qui dépassaient de 60 cm, une traîne sans aucune raison. Elle pensait que tout le monde porterait aussi des tenues amusantes et créatives. Au lieu de cela, elle avait l'air complètement folle à côté de tout le monde dans leur petite robe noire. Je regarde Élodie réaliser ce qui se passe alors qu'elle se tient à l'entrée du domaine.
Son visage passe de la confiance à la confusion en 2 secondes environ. Puis ses yeux scannent la salle et se posent sur toutes les femmes en simple robe noire et tailleur bleu marine. Sa bouche s'ouvre légèrement. Elle regarde sa propre tenue avec toutes ses paillettes qui accrochent la lumière et ses énormes trucs aux épaules qui dépassent. Son visage devient rouge, vraiment rouge. Le genre de rouge qui commence à la poitrine et remonte jusqu'au cou. Je suis debout près du bar avec Thomas et je sens cette montée d'adrénaline traverser tout mon corps. C'est de la satisfaction mélangée à autre chose. Peut-être de la culpabilité. Mais je refoule ce sentiment au plus profond de moi et je prends une gorgée de mon verre. Les yeux d'Élodie dardent partout dans la pièce maintenant. Elle essaie de comprendre ce qui a mal tourné. Je peux voir son cerveau fonctionner. Elle pensait que tout le monde serait habillé de manière amusante et créative comme elle. Au lieu de cela, elle a l'air de s'être échappée d'un spectacle de cabaret alors que tous les autres ont l'air normaux et classe. La mère d'Élodie apparaît de nulle part. Elle se précipite vers elle, vêtue d'une simple robe grise, et saisit le bras d'Élodie. Je la regarde se pencher tout près et commencer à chuchoter. Ses yeux continuent de parcourir la pièce en regardant tous les invités. Élodie reste là, figée. Sa mère parle vite et je devine qu'elle demande ce qui s'est passé avec le code vestimentaire. Élodie continue de regarder sa tenue, les plumes, les paillettes, ces étranges pièces d'épaule qui la font paraître 2 fois plus larges. Son visage devient de plus en plus rouge à chaque seconde. Certains invités près de l'entrée les fixent maintenant. Quelques femmes chuchotent tête contre tête. La mère d'Élodie a l'air de vouloir mourir. Elle essaie continuellement de se positionner pour cacher Élodie de la vue, mais ses trucs aux épaules dépassent trop. Impossible de cacher ce désastre. Paul arrive, l'air totalement confus. Il porte un beau costume cravate, une tenue de cocktail normale comme tout le monde. Il regarde Élodie, puis les autres invités, et revient à Élodie. Je l'entends demander pourquoi elle est habillée comme ça. Sa voix porte un peu à travers la pièce. Élodie essaie d'expliquer quelque chose à propos du cocktail créatif. Sa voix tremble. Elle sort son téléphone comme si elle allait lui montrer l'invitation. Paul regarde l'écran et a l'air encore plus confus. Il dit qu'il aurait juré que l'invitation disait tenue de cocktail ordinaire. La voix d'Élodie devient plus aiguë. Elle dit « Non, c'était écrit cocktail créatif, c'est sûr. » Elle n'aurait pas inventé ça. Paul se gratte la tête. Quelques membres de sa famille s'approchent pour voir ce qui se passe. Je me tiens à l'autre bout de la pièce avec Thomas, faisant semblant de regarder les décorations. Thomas n'a aucune idée de ce que j'ai fait. J'ai pris une serviette et je l'étudie comme si c'était la chose la plus intéressante que j'ai jamais vue. Mon cœur bat la chamade, mais je garde un visage calme. La mère de Thomas s'approche de moi. Elle tient un verre de vin et a ce regard particulier sur le visage. Elle commente que la tenue d'Élodie est assez spéciale. Son ton est prudent, comme si elle me testait. Je peux sentir qu'elle observe ma réaction. Je hausse simplement les épaules et dis, j'imagine qu'Élodie voulait marquer le coup à sa propre fête. La mère de Thomas ne dit rien pendant une seconde. Elle me regarde juste. Elle me regarde vraiment. Ses yeux cherchent quelque chose sur mon visage. Je soutiens son regard et garde une expression neutre. Finalement, elle hoche la tête lentement et s'éloigne, mais je peux dire qu'elle soupçonne quelque chose. La mère de Thomas est perspicace. Elle est probablement en train d'assembler les pièces du puzzle dans sa tête. Le désastre du code vestimentaire du mariage, moi étant responsable des invitations d'Élodie, Élodie arrivant dans cette tenue insensée. Je la regarde marcher vers la tente de Thomas et chuchoter quelque chose. Elle jette toutes les deux un coup d'œil à Élodie, puis à moi. Ma sœur apparaît à côté de moi au bar. Elle se penche tout près et chuchote que c'est la meilleure chose qu'elle ait jamais vue. Puis elle me demande si j'ai vraiment fait ce qu'elle pense que j'ai fait. Ses yeux brillent. Elle essaie de ne pas trop sourire. Je ne confirme ni ne nie rien. Je prends juste une autre gorgée de mon verre et regarde droit devant moi. Ma sœur me serre fort le bras. Elle dit qu'Élodie l'avait bien cherché après ce désastre au mariage. Elle dit qu'elle est fière de moi. Puis elle fait signe au barman et me commande un verre, quelque chose de fort. Le barman le prépare et me le fait glisser. Ma sœur lève son verre vers moi comme pour porter un toast. Je trinque contre le sien, mais je ne dis rien. Une partie de moi se sent incroyablement bien, comme si je m'étais enfin vengé, mais une autre partie de moi se sent bizarre. Regardez Élodie debout là, l'air si embarrassé, et satisfaisant,
mais aussi un peu triste. Je repousse cette pensée et je bois. Élodie disparaît. 1 minute, elle est debout près de l'entrée avec sa mère et Paul, et la minute d'après, elle est partie. Je scannais la salle, mais je ne vois ses épaules géantes nulle part. Environ 20 minutes passent. Les gens discutent et boivent, et la fête essaie de commencer normalement, mais tout le monde continue de parler de l'entrée d'Élodie. J'entends des bribes de conversation. Quelqu'un dit qu'il n'a jamais rien vu de tel. Quelqu'un d'autre dit qu'il pensait que c'était peut-être une blague. Puis Élodie revient. Elle porte une simple robe noire maintenant. Elle est unie, ennuyeuse et clairement empruntée à quelqu'un. Probablement à sa sœur vu comme elle est un peu serrée aux épaules. Les yeux d'Élodie sont rouges et bouffis. Elle a pleuré. Elle n'établit de contact visuel avec personne. Elle se déplace simplement à travers la fête avec la tête un peu baissée. Elle va directement vers Paul et se tient à côté de lui. Il met son bras autour d'elle, mais il a toujours l'air confus par toute cette histoire. Élodie essaie d'agir normalement, mais son sourire a l'air forcé. Sa mère continue de planer à proximité, l'air inquiet. L'annonce des fiançailles se déroule comme prévu. Le père de Paul attire l'attention de tout le monde et fait un discours sur combien ils sont heureux. Tout le monde applaudit. Ce sont des applaudissements polis, pas des applaudissements enthousiastes. L'énergie dans la pièce semble bizarre. Les gens chuchotent encore à propos de la tenue d'Élodie, de combien c'était bizarre, de comment elle s'est changée. Paul prend le micro et essaie de faire quelques blagues. Il dit quelque chose sur les choix vestimentaires audacieux de sa fiancée. Il essaie d'en rire, mais Élodie a l'air de vouloir disparaître sous terre. Son sourire est tellement faux. Elle hoche la tête, mais ses yeux semblent vides. Paul continue de parler de leur histoire d'amour et de leurs projets. Les gens applaudissent à nouveau quand il a fini. Élodie dit un merci rapide, mais sa voix se brise un peu. Elle rend le micro rapidement et s'éloigne. Je la regarde attraper une coupe de champagne et la boire d'un trait. J'ai besoin d'aller aux toilettes, alors je me dirige par là. Sur mon chemin, je passe près des toilettes des dames et j'entends des voix. Les tantes de Thomas sont debout dans le couloir et discutent. Je ralentis et fais semblant de regarder mon téléphone. L'une d'elles dit, Élodie doit toujours être le centre de l'attention. L'autre est d'accord. Elle dit que cette fois, ça s'est retourné contre elle méchamment. Elle parle de la façon dont Élodie a fait une scène à mon mariage aussi avec cette robe rouge. Une tante dit que peut-être cela lui apprendra un peu d'humilité. Peut-être qu'elle apprendra qu'elle ne peut pas toujours être la princesse. L'autre tante rit et dit qu'elle l'espère, car la famille est fatiguée de marcher sur des œufs autour des drames d'Élodie. Je sens cette montée d'adrénaline d'avoir raison. Comme si je n'étais pas la seule à voir comment Élodie agit. Même la famille de Thomas la critique. Je finis aux toilettes et ressors. Les tantes sont parties, mais je me sens plus légère, plus sûre que ce que j'ai fait était justifié. Thomas me trouve pendant le dîner. Tout le monde est assis aux tables assignées et mange des plats raffinés. Thomas tire un peu ma chaise en arrière et se penche. Il me demande si on peut parler dehors 1 minute. Sa voix est calme mais sérieuse. J'ai l'estomac qui se noue. Je le suis sur la terrasse du domaine. Il commence à faire nuit dehors. Thomas se tourne vers moi et me demande directement si j'ai quelque chose à voir avec la confusion du code vestimentaire d'Élodie. Ses yeux cherchent les miens. Je peux voir qu'il a déjà deviné. Il me connaît trop bien. Je dois décider tout de suite si je vais mentir à mon mari ou lui dire la vérité. J'ai la bouche sèche. Je pense à inventer une excuse, mais Thomas me regarde comme s'il savait déjà, comme s'il avait juste besoin que je le confirme. Je sens mon cœur battre dans ma gorge. Je dis la vérité à Thomas. Je dis oui. J'ai changé l'invitation d'Élodie pour dire « cocktail créatif » alors que toutes les autres disaient « tenue de cocktail ordinaire ». Le visage de Thomas change. D'abord, il a l'air surpris même s'il s'en doutait. Ensuite, il a l'air déçu, puis frustré, puis juste fatigué. Il passe sa main dans ses cheveux. Il dit qu'il comprend pourquoi je l'ai fait après ce que Élodie a fait à notre mariage. Il comprend, mais ensuite il dit qu'il s'inquiète de ce que cela signifie pour les affaires de famille à l'avenir. Il dit, maintenant, il va y avoir des drames à chaque fête et à chaque rassemblement. Il dit que sa mère le sait probablement et ses tantes le savent probablement, et que tout le monde va prendre parti. Je lui dis qu'Élodie le méritait. Thomas hoche la tête lentement. Il dit, peut-être qu'elle le méritait,
mais maintenant on est tous les deux coincés à gérer le gâchis que ça crée. Il me regarde pendant un long moment, et je vois qu'il essaie de comprendre si je regrette. Honnêtement, je ne sais pas si je regrette. Thomas me regarde encore un long moment, puis me demande si je me sens mieux maintenant que je me suis vengé. La question me prend au dépourvu. Je veux dire oui. Je veux dire que regarder Elodie entrer avec cette tenue ridicule a rendu tout ce qu'elle a fait à mon mariage digne d'intérêt. Mais le visage de Thomas est si fatigué. Ses épaules sont tendues par le stress. Je peux voir l'inquiétude dans ses yeux sur ce que cela signifie pour chaque réunion de famille à partir de maintenant. Alors, je lui dis honnêtement que oui, je me sens mieux, mais je ne peux pas en profiter pleinement parce que je vois à quel point il est stressé. Thomas hoche la tête lentement comme s'il s'attendait à cette réponse. Il dit que le comportement d'Elodie à notre mariage était mauvais, et il comprend pourquoi je voulais me venger, mais ensuite il dit, maintenant, je me suis abaissé à son niveau. Il dit, peut-être que nous devons tous les deux être meilleurs que ça pour le bien de la famille. Ces mots me frappent plus fort que je ne l'aurais cru. Je pensais qu'il serait plus de mon côté. Je pensais qu'après tout ce que Elodie avait fait, il comprendrait pourquoi cela semblait nécessaire, mais je vois aussi son point de vue. Nous restons là sur la terrasse en silence pendant 1 minute. Finalement, Thomas dit que nous devrions juste passer le reste de la soirée et ne plus en discuter ce soir. Je suis d'accord, car que puis-je faire d'autre? Nous retournons à l'intérieur ensemble, mais quelque chose semble différent entre nous. Il y a cette nouvelle tension qui n'était pas là il y a 1 heure. Une distance que j'ai créée en faisant quelque chose dont je savais que cela le contrarierait. Nous rejoignons la fête et essayons d'agir normalement. Thomas va parler à Paul de leur ligue de football. Je reste près de ma sœur au bar, mais tout le reste de la soirée, je sens ce poids dans mon estomac. Cette réalisation que se venger d'Elodie m'a peut-être coûté quelque chose dans mon mariage. Cette pensée reste là, lourde et inconfortable, pendant des heures. La fête touche à sa fin vers 22 heures. Les gens commencent à dire au revoir. Elodie est de retour dans sa robe noire empruntée, se déplaçant dans la foule, remerciant tout le monde d'être venu. Son sourire a toujours l'air forcé. Ses yeux sont bouffis, comme si elle avait pleuré encore plus depuis que je l'ai vue plus tôt. Je suis près du vestiaire quand la sœur d'Elodie s'approche de moi. Elle n'a pas l'air exactement en colère, juste sérieuse. Elle dit qu'elle sait que j'ai changé le code vestimentaire exprès, ce n'est pas une question, juste un constat. Mon cœur commence à battre plus vite, mais je garde mon visage neutre. La sœur d'Elodie croise les bras et me dit qu'Elodie a pleuré dans les toilettes plusieurs fois ce soir. Elle dit que c'est la fête de fiançailles d'Elodie. C'est censé être heureux. Au lieu de cela, sa sœur a passé la moitié de la nuit à se cacher et à pleurer parce qu'elle avait l'air d'une idiote devant tout ce qu'elle connaît. Je me sens immédiatement sur la défensive. Mes mains se serrent sur mes côtés. Je dis à la sœur d'Elodie qu'Elodie a porté une robe rouge moulante à mon mariage, qu'elle a fait un discours de 15 minutes sur le fait d'être la fille numéro 1 de Thomas sans me mentionner une seule fois, qu'elle a essayé de s'interposer pendant la danse mère-fils. Qu'elle a fait tourner mon jour de mariage autour d'elle. La sœur d'Elodie se tait un moment. Elle traite ce que j'ai dit. Je peux la voir y réfléchir. Puis elle dit, on ne répare pas le mal par le mal. Juste comme ça. Simple et direct. Elle s'éloigne avant que je puisse répondre, avant que je puisse me défendre davantage ou expliquer pourquoi Elodie méritait ça. Je reste là à la regarder partir, frustrée et confuse et toujours un peu satisfaite, mais aussi de plus en plus mal à l'aise avec toute cette histoire. Thomas me trouve quelques minutes plus tard et dit que nous devrions partir. De toute façon, la fête est pratiquement terminée. Nous disons au revoir aux parents d'Elodie et à Paul. Elodie est introuvable. Probablement encore cachée quelque part. Le trajet du retour se fait dans un silence total. Pas le silence confortable que nous avons habituellement. C'est lourd et gênant. Thomas garde les yeux sur la route. Je regarde par la fenêtre les rues sombres qui défilent. Je continue de revoir le visage d'Elodie quand elle est entrée dans ce domaine. La confusion se transformant en horreur. La façon dont elle regardait tout le monde dans leurs vêtements normaux alors qu'elle se tenait là dans ses plumes et ses paillettes. Une partie de moi se sent encore satisfaite. Elle m'a embarrassé à mon mariage devant tous ceux que j'aime. Maintenant, elle sait ce que ça fait. Mais une autre partie de moi se sent de plus en plus mal à l'aise. Les mots de la sœur d'Elodie continuent de tourner dans mon esprit. On ne répare pas le mal par le mal. Les mots de Thomas aussi.
Maintenant je me suis abaissé à son niveau. Je pensais que la vengeance serait plus agréable que ça. Je pensais que je me sentirais complètement justifiée et heureuse. Au lieu de cela, je me sens confuse. Satisfaite, mais coupable. Vengée, mais inquiète. Nous arrivons dans notre allée et Thomas coupe le moteur. Nous restons assis là 1 minute dans le garage sombre. Aucun de nous ne bouge pour sortir. Finalement, Thomas dit que nous devrions probablement dormir un peu. Nous travaillons tous les deux demain. Je suis d'accord. Nous rentrons et nous préparons pour aller au lit en silence. Quand nous nous mettons au lit, Thomas m'embrasse le front, mais ne dit rien d'autre. Je reste allongé dans le noir à penser à tout ce qui s'est passé, à analyser ce que cela signifie. Finalement, je m'endors, mais ce n'est pas paisible. Mon téléphone sonne à 8 heures le lendemain matin. Je suis encore groggy quand je réponds. C'est la mère de Thomas. Elle demande si je peux la retrouver pour un café ce matin. Juste nous deux, sans Thomas. Mon estomac se noue immédiatement. Je sais de quoi il s'agit. Je peux l'entendre dans sa voix. Ce ton neutre et prudent qui signifie qu'elle est contrariée mais essaie de rester calme. Je lui dis, bien sûr, je peux te retrouver. Nous convenons d'un café près de chez elle dans 1 heure. Quand je raccroche, Thomas est déjà réveillé et me regarde. Il demande si c'était sa mère. Je hoche la tête. Il demande ce qu'elle voulait. Je lui dis qu'elle veut qu'on prenne un café seul. Thomas ferme les yeux 1 seconde comme s'il espérait que cela n'arriverait pas. Il demande si je veux qu'il vienne avec moi. Je lui dis non. Sa mère a spécifiquement dit sans lui. Thomas dit d'accord, mais il a l'air inquiet. Je me lève, je prends une douche, je m'habille. Tout le temps, je réfléchis à ce que je vais dire, si je dois continuer à nier avoir changé l'invitation d'Élodie ou simplement l'admettre. Au moment où je suis dans ma voiture en route pour le café, je n'ai toujours pas décidé. Une partie de moi veut continuer à mentir, me protéger, mais je sais que la mère de Thomas sait déjà. Elle n'est pas stupide. Elle me connaît depuis 5 ans. Elle sait me lire. J'arrive au café et la mère de Thomas est déjà là, à une table dans un coin. Elle a 2 tasses de café qui attendent. Je m'assois en face d'elle et la remercie pour le café. Nous parlons de la pluie et du beau temps pendant environ 30 secondes. Puis la mère de Thomas va droit au but. Elle dit qu'elle me connaît depuis 5 ans maintenant. Elle sait comment je pense et comment je gère les choses et elle sait que j'ai changé l'invitation d'Élodie. Elle le dit calmement, sans colère, énonçant simplement un fait. Je sens mon visage chauffer. Mes mains enveloppent la tasse de café. La mère de Thomas me demande pourquoi j'ai senti que c'était nécessaire. Pas d'accusation. Elle veut vraiment comprendre. Alors j'explique tout. Je lui parle de toutes les petites remarques qu'Élodie a faites au fil des ans. De la façon dont elle est arrivée en retard à ma fête prénuptiale avec une bougie de station-service. De la façon dont elle a porté cette robe rouge à mon mariage alors que le code vestimentaire était clair. Du discours où elle a parlé pendant 15 minutes sans me mentionner. De sa tentative de s'incruster dans la danse mère-fils. De la façon dont elle a fait en sorte que ma journée spéciale tourne autour d'elle. La mère de Thomas écoute tranquillement. Elle hoche la tête de temps en temps comme si elle traitait tout ce que je dis. Elle ne m'interrompt pas. Quand j'ai fini, elle s'adosse à sa chaise et prend une gorgée de son café. La mère de Thomas dit qu'elle se souvient du comportement d'Élodie à mon mariage. Elle admet que c'était complètement inapproprié. Elle dit qu'elle aurait dû dire quelque chose à ce moment-là, mais elle ne voulait pas faire de scène. Elle s'en excuse. Elle dit qu'elle aurait dû me défendre davantage. Je ressens un petit soulagement en l'entendant dire ça, mais ensuite la mère de Thomas se penche en avant. Elle dit, ce que tu as fait était calculé et méchant d'une manière différente de la recherche d'attention impulsive d'Élodie. Elle dit qu'Élodie agit pour attirer l'attention sans réfléchir. C'est immature et mal, mais ce n'est pas planifié. Ce que j'ai fait était planifié. J'y ai pensé pendant des semaines. Je me suis positionné dans le comité d'organisation spécifiquement pour changer son invitation. La mère de Thomas dit qu'elle est déçue que j'ai choisi la vengeance au lieu d'aborder le problème directement, que je ne sois pas venu la voir, ou parler à Élodie, ou dire à Thomas à quel point cela me dérangeait. Je me sens immédiatement sur la défensive. Ma mâchoire se crispe. Je dis à la mère de Thomas que j'ai essayé d'être la plus intelligente pendant 5 ans. Que j'ai laissé Élodie faire des piques constantes lors des dîners de famille. Que j'ai souri à ses commentaires sur l'ex-petite amie parfaite de Thomas.
Que j'ai ignoré quand elle a demandé si Thomas était sûr de vouloir se ranger. Que j'ai géré tout cela silencieusement. Et une fête embarrassante semble être une juste revanche pour avoir gâché mon jour de mariage, pour m'avoir fait sentir indésirable dans cette famille pendant 5 ans. La mère de Thomas hoche la tête lentement. Elle dit qu'elle comprend ma colère. Elle comprend pourquoi je sentais que je devais faire quelque chose, mais elle dit que la vengeance ne permet à personne de se sentir mieux à long terme. Elle demande si je me sens mieux maintenant, vraiment mieux. Pas juste satisfaite sur le moment, mais réellement en paix. J'y réfléchis, au poids dans mon estomac la nuit dernière. À la tension avec Thomas. À la sœur d'Élodie disant qu'on ne répare pas le mal par le mal. Je ne réponds pas, mais la mère de Thomas peut le voir sur mon visage. Elle dit que maintenant il y a un fossé familial qui n'existait pas avant, que tout le monde va prendre parti, que les fêtes vont être gênantes, et que Thomas est coincé au milieu entre sa femme et sa cousine. La mère de Thomas prend une autre gorgée de café, puis me pose une question qui me noue l'estomac. Elle demande si je suis prête à ce qu'Élodie riposte. Si j'ai pensé à ce qui se passera quand Élodie se vengera de moi pour ça. Elle dit que c'est ce qui arrive quand les gens échangent des vengeances au lieu d'avoir des conversations honnêtes. Cela devient une guerre de va-et-vient, chaque personne essayant de blesser l'autre davantage. Elle demande si c'est vraiment ce que je veux pour mon mariage et cette famille. Je reste assise là, figée. Je n'avais pas pensé au-delà de la satisfaction d'embarrasser Élodie. Je n'avais pas envisagé qu'elle pourrait s'en prendre à moi ensuite, que cela pourrait escalader en quelque chose de pire, que nous pourrions passer des années à échanger des vengeances mesquines. Pendant que Thomas devient de plus en plus stressé au milieu. Je regarde ma tasse de café. La mère de Thomas tend la main à travers la table et pose la sienne sur la mienne. Elle dit qu'il n'est pas trop tard pour arranger ça, que je peux encore parler à Élodie, avoir une conversation honnête sur la façon dont son comportement m'a blessé, et m'excuser de l'avoir embarrassé. Repartir à zéro. Je veux argumenter, je veux dire qu'Élodie ne mérite pas d'excuses. Mais je sais que la mère de Thomas a raison. Je sais que ce chemin sur lequel je suis ne mène nulle part de bon. Je ne sais juste pas si je suis prête à faire le premier pas alors qu'Élodie n'a jamais eu à le faire. Je rentre du café avec les mots de la mère de Thomas qui tournent en boucle dans ma tête. Quand j'entre, Thomas est assis à la table de la cuisine et travaille sur son ordinateur portable. Il lève les yeux et je peux voir à son visage qu'il sait où j'étais. Je m'assois en face de lui et je lui raconte tout ce que sa mère a dit. Sur le fait que ma vengeance était calculée au lieu d'être impulsive. Sur le fait que cela pourrait se transformer en guerre entre Élodie et moi. Sur le fait qu'il est coincé au milieu. Thomas ferme son ordinateur portable et se frotte le visage à 2 mains. Il admet qu'il s'inquiétait exactement de la même chose. Il dit que sa famille a ce schéma où ils évitent la confrontation directe sur tout. C'est pourquoi Élodie s'en est sortie avec son comportement pendant si longtemps. Tout le monde l'ignorait ou lui trouvait des excuses. Mais il dit que mon approche de vengeance secrète n'est pas saine non plus. C'est juste une autre façon d'éviter le vrai problème. Nous restons assis là en silence pendant 1 minute. Je lui demande ce qu'il pense que je devrais faire. Thomas dit qu'il pense que je devrais essayer d'avoir une vraie conversation avec Élodie sur les 2 incidents, sur son comportement à notre mariage et ce que j'ai fait à sa fête. Je sens mon estomac se serrer à cette pensée. L'idée de m'asseoir avec Élodie et d'être vulnérable sur à quel point elle m'a blessé semble horrible. Mais Thomas dit que si nous n'abordons pas cela directement, cela va continuer à s'envenimer. Soit Élodie ripostera, soit nous passerons des années dans cette guerre froide et les réunions de famille seront misérables pour toujours. Je dis à Thomas que je ne sais pas si je peux le faire. Si je peux m'asseoir en face d'Élodie et m'excuser de l'avoir embarrassée alors qu'une partie de moi pense encore qu'elle le méritait. Thomas tend la main à travers la table et prend la mienne. Il dit que je n'ai pas besoin d'être parfaite. Je dois juste être honnête. Lui dire que ce que j'ai fait était mal et lui dire aussi comment ses actions m'ont blessé. Nous donner à toutes les 2 une chance d'avancer réellement au lieu de simplement échanger des vengeances. Nous décidons ensemble que je devrais envoyer un SMS à Élodie et demander à la rencontrer pour un café. Thomas propose d'être là comme médiateur, mais je lui dis que cela doit être entre Élodie et moi si cela doit signifier quelque chose. Si Thomas est là, nous jouerons toutes les 2 la comédie pour lui au lieu d'être vraies l'une avec l'autre. Il hoche la tête et dit qu'il comprend. Je sors mon téléphone et le regarde longuement avant de finalement taper un message à Élodie lui demandant si nous pouvons nous rencontrer pour parler. J'appuie sur envoyer avant de pouvoir trop y réfléchir. 3 jours passent sans réponse.
3 jours où je vérifie mon téléphone constamment et me sens plus anxieuse à chaque heure qui passe. Je répète ce que je veux dire encore et encore. Je m'entraîne sous la douche. Je m'entraîne en conduisant au travail. J'essaie de trouver comment être honnête sur à quel point elle m'a blessé sans être cruelle. Comment m'excuser pour ce que j'ai fait sans chercher d'excuses. Le 3e jour, mon téléphone vibre avec un SMS d'Élodie. Juste un mot, d'accord. Puis un autre SMS avec le nom d'un café et une heure dans 2 jours. Pas de politesse, pas de reconnaissance de la raison de notre rencontre, juste un accord froid. Ces 2 jours suivants s'éternisent. Je dors à peine la nuit précédente. J'arrive au café 10 minutes en avance et commande un café que je ne bois pas. Je le tiens juste et je regarde la porte. 15 minutes après l'heure prévue, Élodie entre avec des lunettes de soleil. Même si nous sommes à l'intérieur, elle est en jean et porte un pull oversize. Ses cheveux sont tirés en arrière. Elle s'approche et s'assoit en face de moi sans enlever ses lunettes de soleil. Elle croise les bras sur sa poitrine. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, avant même que je puisse sortir les excuses que j'ai répétées, Élodie se penche en avant. Elle me dit qu'elle sait que j'ai changé son invitation. Elle sait que je l'ai fait exprès pour l'embarrasser. Elle me traite de mesquine et vindicative. Elle dit que je ne mérite pas de faire partie de leur famille. Sa voix tremble, mais elle essaie de paraître forte. Je prends une inspiration et me force à rester calme. Je dis à Élodie que ce que j'ai fait était mal, que je suis désolé de l'avoir embarrassée à sa fête de fiançailles, que c'était méchant et calculé et que je n'aurais pas dû le faire. Mais je lui dis aussi que j'ai besoin qu'elle comprenne à quel point son comportement à mon mariage m'a blessé. J'énumère des choses précises. La robe rouge quand tout le monde portait du bleu marine. Le discours de 15 minutes où elle parlait d'être la fille numéro 1 de Thomas et ne m'a jamais mentionné une seule fois. Essayer de s'incruster pendant la danse mère-fils. Faire en sorte que mon jour de mariage tourne autour d'elle au lieu de Thomas et moi. Le visage d'Élodie change pendant que je parle. Sa mâchoire se détend un peu. Elle m'interrompt pour dire qu'elle ne se souvient pas que c'était si grave. Elle dit qu'elle essayait juste de célébrer le mariage de son cousin. Elle a l'air sur la défensive, mais moins en colère. Je sors mon téléphone et ouvre mes photos de mariage. Je fais défiler jusqu'à celle où Élodie est clairement visible dans cette robe rouge moulante. Celle où elle pose avec tout son corps tourné vers l'appareil photo, celle de son discours où elle tient le micro et Thomas a l'air mal à l'aise. Je tourne le téléphone vers Élodie et elle se tait. Elle regarde les photos pendant un long moment. Elle enlève finalement ses lunettes de soleil et je peux voir que ses yeux sont rouges. Elle admet doucement qu'elle a peut-être exagéré à mon mariage. Elle dit qu'elle était jalouse que Thomas ait quelqu'un qu'il aimait plus que le groupe de cousins et qu'elle avait l'impression de perdre son meilleur ami. Elle dit qu'ils étaient tous les 5 si proches en grandissant et puis je suis arrivé et tout a changé. Thomas a commencé à manquer les soirées entre cousins. Il a arrêté de répondre à ses appels aussi rapidement. Elle s'est sentie remplacée. Elle dit qu'elle l'a mal géré en essayant de rester la femme la plus importante de sa vie. Même à mon mariage, je dis à Élodie que je comprends qu'elle se sente exclue. Je comprends que c'est dur quand la dynamique des relations change, mais je dis que la solution n'est pas de saboter ma relation avec Thomas ou de me faire sentir indésirable dans la famille, que nous aurions pu en parler il y a des années au lieu qu'elle fasse de petites remarques et que je devienne de plus en plus rancunière. Élodie hoche la tête lentement. Elle dit qu'elle peut voir maintenant comment son comportement apparaissait de mon point de vue, qu'elle était tellement concentrée sur ses propres sentiments blessés qu'elle ne pensait pas aux miens. Elle s'excuse d'avoir rendu mon jour de mariage difficile. Nous restons dans un silence gêné pendant une bonne minute. Aucune de nous ne sait quoi dire ensuite. Finalement, je m'excuse encore pour l'histoire du code vestimentaire. Élodie dit qu'elle est désolée pour la robe rouge et le discours et toutes les petites remarques au fil des ans. Ce n'est pas une résolution parfaite. Il y a encore une tension dans l'air entre nous, mais on a l'impression qu'on peut peut-être avancer sans essayer activement de se blesser l'une l'autre. Élodie demande si on peut recommencer à zéro, essayer d'être une vraie famille au lieu d'être ennemis. J'accepte d'essayer, même si je ne suis pas sûr que nous serons jamais des amis proches. Nous nous serrons la main à travers la table et cela semble formel et étrange, mais comme une vraie trêve. Comme si nous avions toutes les deux grandi un peu aujourd'hui. Je rentre chez moi avec la conversation du café qui tourne dans ma tête et quand je passe la porte, Thomas lève les yeux de son ordinateur portable. Il peut voir à mon visage qu'il s'est passé quelque chose. Je m'assois à côté de lui sur le canapé et je lui raconte tout sur ma rencontre avec Élodie, sur le fait qu'elle a admis qu'elle était jalouse,
sur nos excuses mutuelles et notre accord pour essayer d'être une vraie famille. Thomas met son ordinateur de côté et me serre si fort dans ses bras que je peux à peine respirer. Il dit qu'il est fier de moi d'avoir eu cette conversation difficile au lieu de laisser les choses rester mauvaises pour toujours. Il me dit que c'est mieux pour tout le monde que de continuer une guerre de vengeance qui rendrait les dîners de famille horribles pendant des années. Je me blottis contre lui et j'admets que j'avais peur de la rencontrer, peur qu'elle me crie dessus ou qu'elle aggrave les choses. Thomas m'embrasse le sommet de la tête et dit que le fait que nous nous soyons toutes les deux présentées et ayons vraiment parlé signifie que nous voulons toutes les deux que les choses s'améliorent, et c'est ce qui compte. Au cours des semaines suivantes, Elodie et moi nous voyons lors d'événements familiaux et nous sommes polies mais pas chaleureuses. Nous disons bonjour en arrivant, faisons de petits commentaires sur la nourriture ou la météo, mais nous ne nous cherchons pas ou n'avons pas de longues conversations. Cela semble correct cependant, comme si nous avions trouvé ce terrain d'entente où nous ne sommes pas ennemis, mais nous ne faisons pas semblant d'être les meilleurs amis non plus. Lors d'un dîner du dimanche chez les parents de Thomas, j'aide à débarrasser les assiettes quand la mère de Thomas entre dans la cuisine. Elle touche doucement mon bras et me remercie tranquillement d'avoir parlé à Elodie. Elle dit qu'elle peut voir que nous essayons toutes les deux et que cela signifie plus pour elle que nous ne le réalisons probablement. Je lui dis qu'il était temps d'arrêter d'être puéril à propos de toute cette histoire, et elle me serre la main avant de retourner à la salle à manger. J'ai un rendez-vous chez le dentiste 2 semaines plus tard pour un détartrage régulier et c'est la sœur de Paul qui s'occupe de moi comme d'habitude. Elle discute pendant qu'elle travaille et elle mentionne qu'Elodie lui a dit que nous avions crevé l'abcès sur tout. La sœur de Paul semble sincèrement heureuse à ce sujet, souriant pendant qu'elle passe le fil dentaire entre mes dents. Elle dit que Paul était vraiment stressé par tout le drame familial affectant l'organisation de leur mariage, s'inquiétant des plans de table et de savoir si les gens seraient mal à l'aise. Maintenant, ils peuvent se concentrer sur des choses heureuses au lieu de gérer la tension entre les proches. Je hoche la tête autant que je peux avec ses mains dans ma bouche, ressentant un mélange bizarre de culpabilité et de soulagement que d'autres personnes aient été affectées par nos disputes. Ma sœur vient déjeuner un samedi et nous mangeons des sandwichs dans ma cuisine quand elle me demande si je regrette de m'être vengé d'Elodie maintenant que nous avons fait la paix. J'y pense une minute, je considère vraiment la question. Je lui dis honnêtement que je ne le regrette pas complètement, même si je sais que cela me fait probablement paraître mesquine. Parfois, les gens ont besoin de subir des conséquences avant d'être prêts à avoir des conversations honnêtes. Peut-être qu'embarrasser Elodie à sa fête de fiançailles était nécessaire pour arriver à ce point où nous pourrions réellement parler. Ma sœur hausse les sourcils et dit que c'est une façon assez pratique de justifier d'être méchante, mais elle sourit un peu. Je hausse les épaules et dis que je ne prétends pas être parfaite, juste que cela a fonctionné à la fin. Thomas et moi sommes allongés dans le lit un soir quelques semaines plus tard, tous les deux en train de scroller sur nos téléphones quand je pose le mien et lui dis que nous devons parler de limites et de communication. Il a l'air inquiet une seconde, mais j'explique que je veux dire en général sur la façon dont nous gérons les problèmes. Nous passons l'heure suivante à parler de la façon dont nous devons tous les deux être plus directs au lieu de laisser les choses s'accumuler jusqu'à ce que quelqu'un explose ou fasse quelque chose de drastique. Thomas admet qu'il aurait dû me défendre plus fermement contre le comportement d'Elodie au fil des ans, qu'il voyait ce qu'elle faisait, mais ne voulait pas causer de drame familial. J'admets que j'aurais dû lui dire à quel point cela me dérangeait au lieu de planifier une vengeance secrète comme une sorte de méchante. Nous nous promettons d'être meilleurs pour dire réellement quand quelque chose ne va pas, même si c'est inconfortable. Le grand repas de famille d'automne a lieu 2 mois après la conversation au café et toute la famille de Thomas s'entasse dans la maison de ses parents comme toujours. Après avoir mangé, Elodie et moi nous retrouvons ensemble dans la cuisine à faire la vaisselle parce que tous les autres ont disparu pour regarder le match. Nous sommes debout à l'évier, moi je lave et elle essuie, et nous parlons de tout et de rien, du nouveau travail de Paul et de mon projet professionnel. Cela semble presque normal, même s'il y a toujours cette gêne sous-jacente, comme si nous faisions toutes les deux attention à ne pas dire la mauvaise chose. Elle demande comment va mon patron et je pose des questions sur sa recherche de lieu de mariage et nous finissons toute la pile de vaisselle sans aucune tension. Elodie mentionne en rangeant un plat de service qu'elle suit une thérapie pour parler de ses problèmes de jalousie et de sa peur d'être remplacée. Elle le dit avec désinvolture comme si elle commentait la météo, mais je peux dire qu'il a fallu du courage pour partager cela avec moi. Elle apprend des façons plus saines de gérer les relations et de ne pas paniquer quand la dynamique des gens change. Je suis surprise qu'elle me dise cela, surprise qu'elle soit aussi ouverte. Je lui dis que c'est vraiment mature et je la respecte pour faire ce travail parce que la thérapie est difficile et la plupart des gens n'essaieront même pas. Elle me fait un petit sourire et dit que son thérapeute pense qu'elle a des problèmes d'abandon depuis que son père est parti quand elle était petite et qu'elle projetait tout cela sur Thomas.
Je partage que j'ai travaillé sur le fait de ne pas garder de rancune et d'être plus direct sur mes sentiments au lieu de laisser les choses s'accumuler jusqu'à ce que j'explose. Elodie hoche la tête en essuyant un verre à vin et dit que nous apprenons toutes les deux et peut-être que c'est ce qui compte plus que de prétendre que le passé n'a pas existé. Nous pouvons reconnaître que nous avons toutes les deux merdé et quand même aller de l'avant. Elle met le verre dans le placard et nous restons là une seconde dans ce silence confortable qui aurait été impossible il y a 6 mois. Puis le cousin de Thomas crie depuis le salon pour demander si nous venons regarder le match et le moment se brise. Noël arrive et la famille de Thomas fait son grand échange de cadeaux chez ses parents avec tout le monde entassé dans le salon. Il y a du papier cadeau partout et des enfants qui courent partout. Et quand c'est l'heure pour les adultes d'échanger les cadeaux, Elodie me tend une boîte. Je l'ouvre pour trouver ce magnifique journal avec ma citation préférée gravée sur la couverture, celle que j'ai mentionnée une fois lors d'un dîner de famille il y a des mois. Je suis sincèrement touché qu'elle s'en soit souvenue et ait prêté attention. Je lui donne l'écharpe en cachemire que j'ai choisie dans sa couleur préférée. Et quand nous échangeons les cadeaux, il y a ce moment de chaleur authentique entre nous. Pas de fausse politesse, une vraie chaleur. Cela ressemble à un progrès, comme si nous construisions quelque chose de réel au lieu de simplement faire semblant. La mère de Thomas me prend à part pendant le dîner de Noël alors que tout le monde prend le dessert. Elle me dit qu'elle a remarqué le changement entre Elodie et moi, comment nous parlons réellement maintenant au lieu de nous éviter ou d'être faussement gentilles. Elle est reconnaissante que nous ayons arrangé les choses parce que la tension familiale était dure pour tout le monde, surtout pour Thomas. Elle dit que la famille est compliquée et désordonnée, mais le fait que nous essayions toutes les deux signifie tout. Je lui dis que ce n'était pas facile, mais que ça en valait la peine, et elle me serre fort dans ses bras avant de retourner servir la tarte. Quelques semaines après Noël, Elodie m'appelle et me demande si je peux la rencontrer pour un café pour parler de mariage. J'accepte et je conduis jusqu'au petit café près de son appartement, me demandant en quoi elle a besoin d'aide. Elle est déjà là quand j'arrive, assise à une table dans un coin avec un gros classeur plein de plans de mariage étalés devant elle. Elle me fait signe et je m'assois, commandant un latte à la serveuse qui passe. Elodie commence à me montrer des échantillons de tissus et des photos de lieux, me demandant mon avis sur les centres de table et la disposition des tables. Cela fait bizarre d'être consultée comme une vraie amie au lieu de quelqu'un qu'elle tolère au dîner de famille. Je lui donne des commentaires honnêtes sur ce qui a fonctionné à mon mariage et ce que j'aurais aimé faire différemment. Elle prend des notes dans les marges de ses feuilles de planification et semble réellement reconnaissante pour les conseils. Quand elle pose des questions sur la gestion des parents difficiles pendant le processus de planification, je lui dis de fixer des limites tôt et de s'y tenir, peu importe combien les gens se plaignent. Elle hoche la tête et dit que c'est logique, puis mentionne que sa mère a essayé d'inviter des cousins éloignés qu'elle n'a pas vus depuis 10 ans. Nous passons presque 2 heures à passer en revue ses plans, et à la fin, elle me serre dans ses bras et me remercie d'être si utile. La prochaine fois que je vois Elodie, c'est chez les parents de Thomas pour un dîner dominical environ 1 mois plus tard. Elle me prend à part pendant que tout le monde regarde un match de basket dans le salon. Elle me dit qu'elle a finalisé les couleurs de son mariage et qu'elles seront bleu marine et or. Il y a ce moment où nous nous regardons toutes les deux et je peux voir qu'elle se souvient de mon code vestimentaire de mariage et de tout le désastre de la robe rouge. Aucune de nous ne dit rien à ce sujet à voix haute, mais la reconnaissance est là, suspendue dans l'air entre nous. Elle sourit un peu et mentionne qu'elle opte pour un code vestimentaire très spécifique cette fois, des assignations de couleurs pour différents groupes familiaux et tout. Je ne peux m'empêcher de rire parce que l'ironie est si évidente. Elle rit aussi, et ce n'est pas méchant ou gênant. Juste 2 personnes qui ont traversé quelque chose de compliqué ensemble et peuvent voir l'humour dans la façon dont les choses ont changé. Nous retournons rejoindre les autres pour le dîner, et toute la soirée semble confortable d'une manière qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Ma sœur vient chez moi le week-end suivant pour m'aider à réorganiser mon placard. Pendant que nous trions de vieux vêtements, elle me demande si Elodie et moi sommes vraiment amis maintenant, étant donné le temps que nous passons ensemble. J'arrête de plier un pull et réfléchis à la façon de répondre à cela. Je lui dis que nous sommes plus comme des membres de la famille amicaux qui respectent les limites de l'autre. Nous n'allons pas être des meilleurs amis qui s'envoient des SMS tous les jours ou font du shopping ensemble, mais nous pouvons être dans la même pièce sans tension et avoir réellement des conversations décentes. Ma sœur hausse les sourcils et dit, c'est quand même une énorme amélioration par rapport à il y a 1 an quand je complotais pour me venger. Je suis d'accord et j'explique que ce n'est pas la relation étroite que Thomas espérait probablement quand il imaginait sa femme et sa cousine préférée s'entendre, mais c'est fonctionnel et sans drame, ce qui ressemble à une vraie victoire compte tenu de là où nous avons commencé. Ma sœur hoche la tête et dit, parfois, c'est le mieux qu'on puisse espérer avec des membres de la famille difficile,
et elle est fière de moi pour avoir fait l'effort, même quand c'était dur. Ce soir-là, après le départ de ma sœur, Thomas et moi nous préparons pour aller au lit. Quand il évoque Élodie, il me dit qu'il est vraiment heureux de la façon dont les choses se sont arrangées entre nous, et qu'il était sincèrement inquiet pendant un moment de rester coincé au milieu pour toujours. Je m'assois au bord du lit et je lui dis que grandir signifie parfois avoir des conversations inconfortables et admettre quand on a tort. Élodie et moi avons fait cela toutes les deux, même si c'était nul et qu'on s'est sentis vulnérables. Thomas s'assoit à côté de moi et met son bras autour de mes épaules. Il dit qu'il sait que ce n'était facile pour aucune de nous d'arriver à ce point et il apprécie que nous tenions toutes les deux assez à lui et à la famille pour faire le travail. Je m'appuie contre lui et je mentionne que je suis contente que nous puissions tous être normaux aux événements familiaux maintenant sans que tout le monde marche sur des œufs. Il m'embrasse le sommet de la tête et nous finissons de nous préparer pour aller au lit et je m'endors en me sentant bien quant au chemin parcouru. 2 mois plus tard, je reçois un SMS d'Élodie me demandant si je veux venir à son enterrement de vie de jeune fille. Je fixe mon téléphone pendant une bonne minute parce que je suis sincèrement surprise et un peu touchée qu'elle m'invite. Je réponds oui et elle m'envoie tous les détails sur le voyage du week-end dans une maison de plage louée par sa sœur. Le week-end arrive et je conduis jusqu'à la plage avec une voiture pleine d'amis et de cousines d'Élodie. Nous passons la journée sur la plage, puis nous sortons dîner dans ce restaurant de fruits de mer surplombant l'eau. Tout le monde rit et raconte des histoires embarrassantes sur Élodie, et je me surprends à m'amuser réellement. C'est bizarre de penser à quel point c'est différent d'il y a un an quand nous ne pouvions pas être dans la même pièce sans que j'aie envie de l'étrangler. Ce soir-là, de retour à la maison de plage, nous sommes toutes assises à boire du vin quand Élodie se lève et tape sur son verre pour attirer l'attention de tout le monde. Elle fait ce discours remerciant tout le monde d'être là et de célébrer avec elle. Puis elle me regarde directement et dit qu'elle veut me remercier spécifiquement de lui avoir donné une seconde chance après tout ce qui s'est passé. C'est gênant et sincère en même temps, et plusieurs de ses amis ont l'air confuses parce qu'elles n'ont aucune idée de notre histoire. Mais j'apprécie le geste parce que je peux voir qu'il a fallu du courage pour dire ça devant tout le monde. Je lève mon verre vers elle et elle sourit. Puis elle continue avec le reste de son discours sur combien elle est excitée d'épouser Paul. Plus tard dans la soirée, quelques-unes d'entre nous sont assises sur la terrasse arrière à regarder l'océan et Élodie vient s'asseoir à côté de moi. Elle ne dit rien pendant un moment, reste juste assise à écouter les vagues. Puis elle me dit doucement qu'elle est contente que nous ayons arrangé les choses et qu'elle est désolée d'avoir mis si longtemps à grandir. Je lui dis que nous avions toutes les deux besoin de grandir et que je suis contente que nous y soyons arrivés finalement. Le lendemain matin au petit déjeuner, la sœur de Paul me prend à part pendant qu'Élodie est sous la douche. Elle me dit que Paul est vraiment soulagé qu'Élodie et moi ayons arrangé les choses parce qu'il craignait que le drame familial ne gâche leur mariage. Elle dit qu'Élodie parle de moi différemment maintenant avec un vrai respect au lieu de ce ton rancunier qu'elle utilisait avant. Cela signifie beaucoup pour Paul parce qu'il veut que sa femme ait de bonnes relations avec sa famille et la sienne. Je lui dis que je suis contente aussi, et qu'Élodie a fait un vrai effort pour être meilleure. La sœur de Paul hoche la tête et dit qu'elle le voit, puis mentionne que Paul pense que je suis bonne pour Élodie parce que je ne la laisse pas s'en tirer avec son comportement habituel de princesse. Nous retournons rejoindre les autres pour le petit déjeuner, et le reste du week-end est détendu et amusant. 3 mois plus tard, Thomas et moi nous mettons sur notre 31 pour le mariage d'Élodie et Paul. L'invitation indique clairement le code vestimentaire avec des assignations de couleurs spécifiques pour les différents groupes familiaux. La famille immédiate de Thomas est censée porter du bordeaux. La famille élargie porte du crème et les amis portent ce qu'ils veulent tant que ce n'est pas blanc ou noir. Je mets la robe bordeaux que j'ai achetée spécialement pour ce mariage et Thomas porte une cravate bordeaux avec son costume gris. Nous conduisons jusqu'à l'église et quand nous arrivons, je remarque que tout le monde respecte effectivement le code vestimentaire. Personne ne porte la mauvaise couleur ou n'essaie de se faire remarquer. La cérémonie est belle et traditionnelle et Élodie a l'air sincèrement heureuse en marchant vers l'autel vers Paul. Il n'y a pas de drame, pas de tenues inappropriées, personne n'essaie de voler la vedette. C'est juste un mariage charmant et normal où tout le monde se comporte comme des adultes. À la réception, Élodie et Paul font leur première danse. Puis Paul danse avec sa mère, et Élodie est censée danser avec son oncle puisque son père n'est pas là. Mais avant que cela n'arrive, Élodie prend le micro et dit qu'elle veut dire quelques mots. Elle remercie tout le monde d'être venu et de les soutenir. Puis elle remercie spécifiquement Thomas d'être comme un frère pour elle toute sa vie. Elle parle de la façon dont Thomas a toujours été là pour elle et qu'elle est reconnaissante de l'avoir dans sa vie. Puis elle se tourne et me regarde assise à notre table.
Elle dit qu'elle veut aussi me remercier d'être devenue de la famille et d'avoir été patiente avec elle pendant qu'elle apprenait à partager Thomas avec quelqu'un d'autre. Elle admet que ce n'était pas facile pour elle au début, mais elle est reconnaissante que nous ayons trouvé notre chemin vers une bonne entente. Je sens les larmes monter à mes yeux parce que cela semble authentique et durement gagné, pas comme un faux discours qu'elle fait pour le spectacle. Les gens autour de nous sourient et quelques tantes de Thomas essuient leurs yeux aussi. Thomas me serre la main sous la table, et quand je le regarde, je peux voir qu'il est ému aussi. Ses yeux sont un peu humides et il a ce doux sourire sur le visage. Le reste de la réception est amusant et sans drame. Et à un moment donné, Élodie vient à notre table pour discuter entre deux danses. Plus tard ce soir-là, alors que Thomas et moi rentrons à la maison, il me dit que c'est ce qu'il a toujours espéré. Il dit que voir les deux femmes les plus importantes de sa vie trouver un moyen de coexister pacifiquement signifie tout pour lui. Il a eu peur pendant des années que cela n'arrive jamais, qu'il y ait toujours cette tension à chaque événement familial. Je lui serre la main en retour et lui dis que je suis contente que nous en soyons arrivés là aussi, même si le chemin a été désordonné et compliqué. Il se gare dans notre allée et nous restons assis là 1 minute dans un silence confortable avant de rentrer. À la réception, après la coupe du gâteau et quelques danses supplémentaires, je me retrouve près de la table des desserts quand Élodie s'approche. Elle a troqué sa robe de mariée pour une tenue couleur crème qui a l'air confortable, et elle semble heureuse et détendue. Elle demande si on peut parler 1 minute, et nous allons dans un coin plus calme de la salle de réception où la musique n'est pas aussi forte. Elle commence à me poser des questions sur le mariage, sur la façon dont Thomas et moi gérons les désaccords et prenons des décisions ensemble. Cela fait bizarre au début, de donner des conseils relationnels à Élodie alors qu'il y a moins d'1 an je complotais pour me venger d'elle. Mais je réponds honnêtement. Je lui dis que la communication est tout, qu'il faut dire réellement ce qui nous dérange au lieu de laisser les choses s'accumuler. Je mentionne que le compromis ne signifie pas qu'une personne cède toujours. Cela signifie trouver des solutions où les deux personnes se sentent écoutées. Elle écoute attentivement, en hochant la tête, et pose des questions précises sur la gestion de la pression familiale et le maintien de sa propre identité tout en faisant partie d'un couple. Je réalise qu'elle essaie sincèrement d'apprendre de quelqu'un qui est marié depuis plus longtemps, et c'est surréaliste, mais aussi plutôt agréable. Nous parlons pendant peut-être 15 minutes avant que Paul ne vienne la chercher, et elle me remercie pour les conseils avant de retourner vers son nouveau mari. Ma sœur me trouve un peu plus tard alors que je prends un autre verre. Elle s'appuie contre le bar à côté de moi et dit « C'est dingue à quel point ça a changé en moins d'1 an ». Elle me rappelle qu'à mon mariage, j'étais tellement en colère que je pouvais à peine regarder Élodie. Et maintenant me voilà en train de lui donner des conseils sur le mariage à sa réception de mariage. Je prends une gorgée de mon verre et je lui dis que parfois les pires conflits forcent les gens à faire un choix. Soit tu continues à te battre pour toujours et tu rends tout le monde autour de toi malheureux, soit tu trouves un moyen de faire la paix et d'avancer. Nous avons choisi la paix, toutes les deux, parce que rester ennemis était épuisant et inutile. Ma sœur hoche la tête et dit qu'elle est fière de moi d'avoir été la plus intelligente, mais je la corrige. Je lui dis qu'il ne s'agissait pas d'être plus intelligente. Il s'agissait pour nous deux de décider de grandir et d'arrêter d'agir comme des adolescentes. Élodie a dû admettre qu'elle était jalouse et possessive et j'ai dû admettre que j'étais mesquine et vindicative. Nous avions toutes les deux du travail à faire et nous l'avons fait. Ma sœur me serre l'épaule et dit qu'elle est contente que ça se soit arrangé. Puis elle va retrouver son cavalier sur la piste de danse. Des mois passent après le mariage d'Élodie et la vie reprend son cours normal. Thomas et moi nous installons dans nos routines. Le travail nous occupe et les réunions de famille se déroulent comme toujours. Quand la famille de Thomas annonce une grande réunion dans une maison au bord d'un lac qu'ils ont loué pour un long week-end, je ne ressens pas l'appréhension habituelle de voir Élodie. Nous montons un vendredi après-midi et l'endroit est déjà plein de cousins, de tantes et d'oncles. Ce soir-là, tout le monde se rassemble sur la grande terrasse surplombant l'eau pour le dîner. Et quand je cherche une place pour m'asseoir, Élodie me fait signe de venir à la place à côté d'elle. Ce n'est pas forcé ou gênant, juste naturel. Nous nous asseyons ensemble et discutons en mangeant, parlant de nos maris, de nos emplois et de choses ordinaires du quotidien. Elle me parle du nouveau poste de Paul au travail, et je lui parle d'un projet sur lequel je travaille. Nous discutons d'une émission que nous regardons toutes les deux et nous disputons pour rire sur quel personnage est le plus agaçant. Cela semble sincèrement confortable, comme parler à n'importe quel autre membre de la famille. Et je réalise que c'est ça, la normalité. Pas de tension, pas de ressentiment caché, juste deux personnes qui se trouvent être liées par mariage ayant une conversation normale. Le lendemain à la réunion,
j'aide la mère de Thomas à préparer le déjeuner quand j'entends la grand-mère de Thomas parler à un groupe de tantes près de la cuisine. Elle dit combien elle est contente qu'Élodie et moi nous entendions enfin, que la tension familiale d'avant était stressante pour tout le monde. Elle mentionne qu'elle s'est inquiétée pendant un moment que chaque fête et rassemblement soit inconfortable, mais maintenant elle peut réellement se détendre et profiter du temps en famille. L'une des tantes demande ce qui a changé, et la grand-mère de Thomas dit que parfois les jeunes ont besoin de régler leurs problèmes eux-mêmes sans que l'ancienne génération ne s'en mêle. Elle leur dit qu'elle et la mère de Thomas ont failli essayer de faire la médiation plusieurs fois, mais ont décidé de nous laisser nous débrouiller, et elle est contente qu'elle l'ait fait parce que maintenant la résolution semble réelle au lieu d'être forcée. Je continue d'arranger les sandwichs sur le plat comme si je n'écoutais pas, mais à l'intérieur je pense à la façon dont notre conflit a affecté plus de gens que juste nous. La grand-mère de Thomas a raison de dire que c'est mieux comme ça, que nous devions choisir la paix nous-mêmes pour que cela signifie vraiment quelque chose. Plus tard cet après-midi-là, je suis assise sur le quai avec les pieds dans l'eau, et je réalise que je ne pense plus à l'incident de la robe rouge. À moins que quelqu'un n'en parle spécifiquement, cela ne me traverse pas l'esprit. Pareil pour la vengeance de la fête de fiançailles. Ces événements semblent être de l'histoire ancienne maintenant, des choses qui sont arrivées à des versions différentes de nous. Je peux me souvenir qu'ils se sont produits, je peux me rappeler les sentiments que j'avais à l'époque, mais ils n'ont plus le même poids. C'est juste une partie du processus désordonné pour devenir une vraie famille avec quelqu'un qui a commencé comme une ennemie. Nous avons dû traverser tout ce drame et ce conflit et cette honnêteté finale pour arriver à ce point où nous pouvons nous asseoir ensemble au dîner et parler de choses normales. Le chemin était laid et compliqué, mais il a mené quelque part de bon. Et je suis reconnaissante que nous ayons toutes les deux choisi de le parcourir au lieu de rester coincés dans notre ressentiment. Ce soir-là après le dîner, tout le monde se rassemble dans le salon et Élodie et Paul se lèvent ensemble, l'air excité et nerveux. Paul annonce qu'ils ont une nouvelle à partager et Élodie ajoute qu'ils attendent un bébé prévu dans environ 6 mois. La pièce explose de félicitations et d'excitation, tout le monde les embrasse et pose des questions. Je me sens sincèrement heureuse pour eux alors que je m'avance pour offrir mes félicitations. Quand je serre Élodie dans mes bras, elle me tient une seconde de plus et chuchote qu'elle est un peu effrayée par toute cette histoire de maternité. Je me recule et je lui dis qu'elle va être géniale, et elle demande si je l'aiderai à naviguer dans la grossesse et le fait d'être une nouvelle maman le moment venu. Je dis, bien sûr, sans hésitation, et elle a l'air soulagée. Paul me remercie de soutenir Élodie, et je peux voir dans ses yeux qu'il connaît notre histoire et apprécie que nous l'ayons dépassée. Thomas et moi nous préparons pour aller au lit ce soir-là dans la petite chambre d'amis que nous partageons à la maison du lac. Il se brosse les dents quand il dit qu'il n'aurait jamais pensé que nous en arriverions là. Je demande ce qu'il veut dire et il explique qu'il n'aurait jamais imaginé que je serais quelqu'un vers qui Élodie se tournerait pour obtenir du soutien, qu'il a toujours pensé que nous maintiendrions une distance polie au mieux. Je lui dis que les gens peuvent changer et que les relations peuvent guérir si les deux parties sont prêtes à faire le travail. Nous étions toutes les deux prêtes, même si c'était dur et inconfortable et que cela demandait d'admettre des choses sur nous-mêmes que nous ne voulions pas affronter. Thomas se rince la bouche et vient s'asseoir sur le lit à côté de moi. Il me prend la main et dit qu'il est reconnaissant pour la paix que nous avons construite, que le fait que les deux femmes les plus importantes de sa vie s'apprécient réellement signifie tout pour lui. Je lui serre la main en retour et lui dis que je suis reconnaissante aussi. Quelques semaines après la réunion, ma sœur vient dîner chez nous. Pendant que nous nettoyons la vaisselle, elle demande si je regrette un jour la vengeance ou si j'aurais souhaité avoir tout géré différemment depuis le début. J'y pense une minute en rinçant une assiette. Je lui dis honnêtement que j'aurais aimé confronter Élodie directement il y a des années au lieu de laisser le ressentiment s'accumuler si longtemps. Si je lui avais juste parlé après les premiers incidents où elle a été impolie avec moi, peut-être aurions-nous pu éviter toute la situation de la robe rouge et la vengeance et tout le drame qui a suivi. Mais je dis aussi à ma sœur que je ne regrette pas que la vengeance ait finalement mené à ce que nous ayons de vraies conversations. Parfois, les gens ont besoin d'un réveil brutal, besoin de subir des conséquences avant d'être prêts à être honnêtes et à faire des changements. La vengeance était mesquine et mauvaise, mais elle a ouvert une porte qui a mené à quelque chose de mieux. Ma sœur hoche la tête et dit qu'elle comprend, puis mentionne qu'elle est impressionnée par la maturité émotionnelle dont Élodie et moi avons fait preuve pour tout résoudre. Un soir, quelques semaines plus tard, Thomas et moi sommes allongés dans le lit à parler de l'avenir. Il mentionne que nous devrions probablement commencer à penser sérieusement à avoir des enfants bientôt. Et je suis d'accord que je suis prête à commencer à essayer. Thomas devient excité et commence à parler de ce que ce sera d'être parent. Et puis il mentionne que nos enfants auront un cousin proche en âge avec le bébé d'Élodie. Le fait que cette pensée me rende excité plutôt que stressé montre à quel point les choses ont changé entre nous.
il y a un an, l'idée que nos enfants grandissent aux côtés de ceux d'Élodie m'aurait rempli d'effroi, inquiète de maintenir des limites et de gérer une tension continue. Maintenant, j'ai vraiment hâte que nos enfants soient amis, de partager des conseils parentaux avec Élodie, que nos familles soient vraiment connectées. Je dis à Thomas que je suis reconnaissante pour la paix que nous avons construite, et il m'embrasse le front et dit qu'il l'est aussi. La fête prénatale, baby shower, d'Élodie a lieu un samedi après-midi ensoleillé chez sa mère. Le jardin est décoré avec des ballons jaunes et gris et des serpentins, et il y a peut-être 30 femmes, dont moi. J'ai apporté un cadeau que j'ai mis longtemps à choisir. Des choses pratiques dont elle aura vraiment besoin, plus quelques tenues mignonnes auxquelles je n'ai pas pu résister. Quand j'arrive, Élodie vient immédiatement me serrer dans ses bras et me remercier d'être venue. Tout au long de la fête, elle continue de vérifier que je passe un bon moment, me présentant à ses amis et m'incluant dans les conversations. À un moment donné, elle ouvre les cadeaux et raconte des histoires sur sa grossesse, et elle me mentionne spécifiquement. Elle dit au groupe que je suis sa cousine par alliance, qui l'a aidé à comprendre comment être une meilleure personne. C'est une simplification excessive de ce qui s'est réellement passé entre nous. Cela ne capture pas toute la complexité de notre conflit et de sa résolution, mais j'apprécie le sentiment derrière. Elle voit toute notre histoire désordonnée comme quelque chose qui l'a aidé à grandir et peut-être qu'elle a raison. Nous avons toutes les deux grandi à travers le processus de nous blesser l'une l'autre puis de choisir d'être honnête et de faire la paix. Je croise son regard à travers la pièce et je souris et elle me rend mon sourire avec une chaleur authentique. Une fois les cadeaux ouverts et que les gens commencent à partir, je rattrape Élodie près de la table des cadeaux où elle organise toutes les affaires de bébé que les gens ont apportées. Je lui tends le sac que je tenais avec les choses que j'ai choisies. Des choses pratiques comme des bavoirs et des gigoteuses, plus quelques minuscules tenues que je n'ai pas pu résister à acheter. Elle l'ouvre juste là, et ses yeux s'embuent quand elle voit que j'ai inclus un journal pour suivre la première année du bébé. Quelque chose que ma sœur m'a donné et que j'ai trouvé vraiment utile quand je pensais à fonder une famille. Élodie lève les yeux vers moi et me serre dans une étreinte serrée. Pas l'étreinte gênante de réunion de famille, mais une vraie. Elle chuchote qu'elle est reconnaissante que je sois dans sa vie et qu'elle sait qu'elle ne m'a pas facilité la tâche pour vouloir y être. Je la serre en retour et lui dis que nous avons toutes les deux dû apprendre à partager Thomas et sa famille, et maintenant nous y sommes. Quand nous nous séparons, elle essuie ses yeux et rit à propos des hormones de grossesse. Mais je peux voir que c'est plus que ça. C'est la femme qui a porté cette robe rouge à mon mariage, agissant comme si je suis quelqu'un qu'elle valorise réellement. Et je réalise que je suis fier de nous deux pour avoir fait le travail pour en arriver là au lieu de rester ennemis pour toujours. La mère de Thomas me rattrape dans la cuisine pendant que je remplis mon verre d'eau. Elle ferme la porte derrière elle et reste là une seconde comme si elle réfléchissait à quoi dire. Puis elle me dit que voir Élodie et moi passer de la haine à l'amitié a été l'une des choses les plus encourageantes qu'elle ait vues dans toute leur famille. Elle dit que les familles ont tout le temps des conflits, mais la plupart des gens s'évitent simplement ou restent polis en surface sans rien réparer de réel. Le fait que Élodie et moi ayons choisi d'avoir des conversations difficiles et de régler nos problèmes lui donne l'espoir que d'autres problèmes familiaux peuvent être résolus de la même manière. Elle me serre la main et dit qu'elle est reconnaissante que je n'ai pas abandonné Élodie, même après tout ce qui s'est passé, qu'il aurait été plus facile de rester juste civile et distante. Mais nous avons toutes les deux choisi quelque chose de plus dur et de meilleur. Je lui dis honnêtement que j'ai failli abandonner. Qu'après la fête de fiançailles, je pensais que peut-être nous nous éviterions pour toujours. Mais Thomas m'a aidé à voir que la famille vaut la peine de se battre, même quand c'est inconfortable. Et Élodie a fait un pas vers moi en acceptant d'admettre ses erreurs et de changer. La mère de Thomas me serre dans ses bras et dit que c'est exactement ce qu'elle veut dire, qu'il faut deux personnes choisissant d'être courageuses et honnêtes. En rentrant chez moi ce soir-là avec Thomas, je pense à tout ce qui s'est passé entre Élodie et moi au cours des 2 dernières années. La vengeance était mesquine et toute la situation était désordonnée et laide pendant un moment, mais cela a ouvert quelque chose qui avait besoin d'être ouvert. Cela nous a forcés soit à continuer de nous blesser, soit à parler enfin honnêtement de pourquoi nous étions si en colère. Élodie et moi ne sommes pas les meilleurs amis du monde maintenant et ne le serons probablement jamais. Mais nous sommes une famille d'une manière qui semble méritée et réelle au lieu d'être juste obligatoire. C'est mieux que la fausse politesse que nous aurions pu maintenir pour toujours. Toutes les deux souriant au fait tout en nous détestant secrètement. Parfois, il faut passer par les choses vraiment laides, la vengeance et les disputes et les conversations inconfortables avant de pouvoir arriver à quelque chose de bon et d'authentique. Je suis contente que nous ayons toutes les deux choisi de faire ce travail au lieu de prendre la voie facile de simplement nous éviter. Thomas tend la main et me serre la mienne comme s'il savait à quoi je pense.